Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. En France, la justice est rendue au nom du peuple français. Un paradoxe apparaît pourtant. Les citoyens français n'ont jamais été autant en demande de justice, alors que dans le même temps, la justice n'a jamais été aussi malmenée et éloignée d'eux. Il existe en effet un décalage devenu abyssal entre ce que la justice devrait être et les représentations que l'opinion publique s'en fait. L'image de la justice est quotidiennement écornée, au point d'en devenir décrédibilisée aux yeux des Français dans un chaos souvent entretenu par acteurs publics et médias. De plus, des réformes s'enchaînent qui sont désormais presque toutes animées par le seul souci d'économie des fonds publics. Le résultat, inexorable et incontournable, est l'épuisement des acteurs de la justice et plus grave encore, la perte progressive du sens originel de leur mission, agir au mieux de l'intérêt public. Un ouvrage, Justice partout, justice nulle part, écrit conjointement par 3 magistrats et 2 avocats, s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre les enjeux politiques et sociologiques de la justice. Accessible à tous, il n'en est pas moins basé sur des analyses du droit perçues comme une science humaine qui éclaire et façonne l'organisation de la vie démocratique dans la cité. Chromosome B. Marie Bougnou, vous êtes magistrate de l'ordre judiciaire depuis 2007. Vous avez été chargée de mission à l'École nationale de la magistrature et depuis le 1er septembre, vous êtes vice-présidente au tribunal judiciaire de Bordeaux. Laurent Chouette, vous êtes avocat depuis 1996, vous êtes l'un des associés cofondateurs depuis 2015 du cabinet Caliste Avocat. Vous y occupez notamment du droit des contrats civils et commerciaux, du droit immobilier, du droit de la responsabilité et du droit pénal. Vous publiez en collaboration avec Jérôme Posa, magistrat, Laurent Sebac, magistrat également, et Sophie Caïs, avocate, ce livre « Justice partout, justice nulle part » aux éditions Henrik B. C'est un titre en forme de question à laquelle vous apportez des éléments de réponse. Madame la juge, maître, bonjour. Vous abordez dès le début du livre sans détour l'un des cœurs du problème du système judiciaire, à commencer par celui de la perception par le grand public d'une justice aux mains du pouvoir politique et le pouvoir médiatique, qui fait du droit un instrument du politique. L'institution judiciaire n'est plus respectée, écrivez-vous. Cette perception est-elle justifiée? Est-ce que, comme vous le dites en tout début du livre, c'est une méconnaissance ou une incompréhension de la justice? Marie Bougnou. Alors, une méconnaissance ou une incompréhension, sans doute, une méconnaissance et une incompréhension, et c'est aussi ça l'objet de notre livre, qui est aussi imputable à un certain discours qu'on entend beaucoup en ce moment, largement relayé par une certaine partie des médias, qui consiste, alors à tout le moins à entretenir une espèce d'image nébuleuse de la justice inaccessible et particulièrement inégale dans son traitement, voire injuste, voire laxiste, la fameuse justice laxiste, ce qu'on entend à longueur de temps, est relayé une fois encore par une certaine presse. C'est ce qu'on explique un peu dans notre livre, le caractère absolument délétère et catastrophique de ce message qui est porté et reporté dans le cadre d'un populisme pénal ambiant sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir, mais en tout cas est délétère sur l'image que la justice peut avoir et qui génère cette fameuse crise de confiance dont on entend beaucoup parler et qui est sans doute une réalité. Notre livre se proposant également de donner quelques éléments d'explication sur ce qu'est la justice et ce qu'elle devrait être et surtout comment elle devrait être présentée en tant que pilier de la démocratie. Laurent Chouette, le regard et l'effet de ce phénomène est-il le même pour un magistrat, une magistrate et un avocat? Est-ce que votre critique est la même? Alors je crois que c'est un des intérêts de notre livre,
c'est ce regard croisé qui nécessairement nous est commun. On aurait pu, quoi qu'on aurait pu imaginer, avoir des regards différents et opposés et décider de les confronter. Je crois que globalement ça n'est pas le cas dans le livre. On partage de grandes inquiétudes sur cette évolution et cette justice qui ne cesse d'être attaquée de tous les côtés par un monde médiatique très vaste aujourd'hui. Le citoyen, il a pris place dans les réseaux sociaux et ces réseaux sociaux occupent une très large part dans des informations ou de la désinformation, parfois peut-être involontaire, mais également dans certains médias et dans une partie du monde politique, malheureusement, qui se fait, et ça c'est peut-être là un peu le problème, parce qu'on a compris que le réseau social, c'est peut-être l'expression pour certains la plus aboutie de la forme démocratique, de la liberté, mais en même temps, ça ne va pas sans poser des problèmes, puisqu'on peut y dire tout et parfois n'importe quoi, y compris sur des sujets aussi importants que celui de la justice. Alors, je me demande s'il n'y a pas deux aspects, en fait, antagonistes et complémentaires de ce phénomène que vous décrivez, Laurent Chouette. Vous dénoncez l'ère des commentaires à tout va des décisions de justice, et pourtant, comme vous le soulignez en plus dans le livre, c'est une violation du code pénal. Je voudrais citer Henri Guénaud, qui s'est illustré magnifiquement en se lâchant complètement dans un média, en accusations insupportables, intolérables, irresponsables, infamantes, honteuses, un magistrat qui déshonore la justice. Quel serait, selon vous, un cadre acceptable des commentateurs, des mises en examen et aussi de l'expression judiciaire dans les médias? Ça, c'est une question. L'autre question, c'est est-ce que c'est pas le signe, comme vous le dites dans votre titre, la justice, elle est partout, qu'il y a un intérêt grandissant pour la chose judiciaire dans le grand public? Donc, première question, est-ce qu'on peut donner un cadre aux commentaires qui sont faits sur les actions judiciaires? Et est-ce que ça démontre par ailleurs un intérêt grandissant pour la chose judiciaire? Marie Bougnoux, je vous laisse répondre. C'est toujours pareil, c'est une histoire de mesure. Il y a deux infractions qui sont prévues par le code pénal pour réprimer ça. Il y a l'outrage à magistrat, et là on n'en est quand même pas très loin dans les propos de Monsieur Guénaud, et il y a l'outrage, du moins le discrédit porté à une décision de justice. Qui là on sent bien que c'est la difficulté finalement, c'est discréditer, c'est quand même pas, c'est pas juste commenter, discréditer. C'est un terme quand même qui a son sens, d'une décision de justice parce que elle est rendue au nom du peuple français et qu'elle a vocation à faire partie de l'ordre public et donc à s'imposer à tous. Après, il est aussi sain qu'on puisse à un moment donné commenter, éventuellement discuter, que la critique en tout cas soit progressive, soit progressiste et surtout qu'elle soit intéressante et donc démocratique. Ça fait aussi partie du jeu démocratique. Il y a depuis tout temps des commentateurs, alors de nature parfois très scientifique, finalement des décisions de justice, et c'est une bonne chose et je crois que ça fait évoluer la jurisprudence. Il peut y avoir des discussions de nature plus sociale, sociétale, d'un certain nombre de décisions, pourquoi pas. La question c'est quand on arrive dans le cœur de la critique et une fois encore dans cette notion de discrédit. Parce que discréditer l'institution judiciaire, c'est la menacer, c'est menacer l'autorité qu'elle représente et en creux évidemment le contre-pouvoir qu'elle est censée représenter dans le cadre de l'équilibre des pouvoirs constitutionnels tels qu'ils sont prévus par notre Constitution. Donc c'est pour ça que ces textes existent. La question c'est leur mise en œuvre et c'est ce qu'on explique aussi dans le livre. Il y a finalement très peu de gens qui sont poursuivis pour outrage à magistrat et surtout pour discrédit porté à une décision de justice. Donc ces textes pénaux, est-ce que la solution elle est dans la répression pénale? Pas forcément. Elle est peut-être aussi dans une explication de ce qu'est une décision de justice, de comment elle est prise, de comment elle est rendue. On peut peut-être saluer à cet égard, même si sur la forme, moi j'ai quelques réserves, la démarche qui a été faite de filmer des audiences, d'essayer d'ouvrir les prétoires, de rendre la justice plus accessible pour mieux la comprendre, pourquoi pas. Et je pense qu'effectivement la vérité est là. La vérité est aussi dans une possibilité plus importante donnée aux magistrats de s'exprimer sur ce qu'ils font, sur ce qu'est le travail d'un juge. C'est-à-dire que la décision ne tombe pas du ciel, qu'il y a derrière tout ça évidemment non seulement une exigence juridique, légale, mais aussi une réflexion et une formation des magistrats pour apprendre à décider. Donc le commentaire de la décision de justice en lui-même ne me choque pas, il relève une fois encore du jeu démocratique, en revanche, il y a une limite à ne pas dépasser. Et là, clairement, elle est quand même de plus en plus dépassée. Alors, par des hommes politiques, même si j'aime pas ce que dénonce ce vocable, parce qu'il est extrêmement et trop large finalement, donc il perd un peu de sens, mais enfin on voit quand même l'idée, et de façon plus nouvelle aussi, par cette espèce de tribunal médiatique qu'on évoque également dans le livre. Juste pour rebondir du coup sur votre deuxième interrogation, qui est, et c'est exactement le sens de notre titre, justice partout, justice nulle part. La demande de justice n'a jamais été aussi importante, que ce soit au regard de l'augmentation bien logique de la population, mais aussi finalement de la juridicisation de la vie et des enjeux modernes qui font que maintenant on accepte, on ne tolère plus, et à juste titre, un certain nombre de choses qu'on tolérait sans doute avant à tort. Je pense au phénomène MeToo, je pense à tout ça, qui sont une juste demande finalement, mais une demande qui est très très large de justice de nos jours.
Et par ailleurs, justice nulle part, parce que le discours commun qu'on entend partout, c'est la justice ne fonctionne pas, la justice est trop lente, la justice est déconnectée, et la justice ne répond pas finalement à son objectif. C'est ça un peu le paradoxe qu'on essaie de mettre en exergue et sur lequel on veut donner des réponses, une fois encore, côté avocat et côté magistrat, parce que je pense qu'on a tous quelque chose à y dire. Et c'est en fait surtout une mise en garde sur attention, le discours qu'on entend, attention, la représentation qu'on donne de la justice. Et le paradoxe, mais surtout le risque qu'il y a à être trop à l'écoute de ce discours-là. Chromosome B. Alors, c'est peut-être une impression, j'ai l'impression quand même qu'on croise beaucoup plus des avocats sur les plateaux de télévision que des magistrats qui sont généralement réticents à s'exprimer, surtout quand ils sont en plein milieu d'une instruction. Ils en ont pas le droit, en fait, à vrai dire. La seule fenêtre de communication qui est prévue par le Code de procédure pénale, c'est le parquet, dans un cadre très encadré. Et le reste du temps, entre le fait de ne pas parler d'une affaire en cours, évidemment, qu'on peut pas évoquer, ou d'une qu'on a jugée, il reste aussi ce fameux devoir de réserve qui est quand même, parfois un peu un rempart facile, je dirais. Par contre, vous le dites dans le livre, il y a des avocats qui brouillent les pistes, qui contribuent un peu à cette confusion. On les voit beaucoup sur les plateaux de télé, mais en même temps, on est fasciné par leurs paroles et par ce qu'ils ont à dire. Laurent Chouette, quel serait, selon vous, le cadre idéal de l'expression de l'avocature dans les médias ? Je ne suis pas certain que nous parvenions un jour à un cadre qui soit idéal. Par contre, on peut essayer de définir ensemble quel serait ou quel pourrait être cet idéal. Et on doit tous y participer. Ce qui suppose en premier lieu de se vouloir constructif plutôt que d'être destructif. La posture qui voudrait aujourd'hui qu'un avocat, comme peuvent le faire certains journalistes ou certains politiques, par des considérations et des intérêts personnels, dénigrer délibérément l'institution au travers d'un magistrat ou d'une décision rendue n'a rien de constructif, car qu'elle ne suscite, et je crois qu'on le voit à chaque fois, que de la polémique. On dit vouloir placer le débat sur la place publique, mais au final on ne place que de la polémique, et on se rend bien compte que la polémique appelle la polémique, et qu'au final l'institution en sort de plus en plus abîmé. Alors bien sûr, tous les acteurs, et encore une fois, au-delà du média ou du politique, y compris les avocats, se doivent, dans le respect de la liberté qui leur est donnée, de pouvoir s'exprimer d'abord à la barre du tribunal. On a une liberté de parole, j'allais dire quasi absolue. Elle n'est plus tout à fait la même en sortant du tribunal, puisque nous devons également, comme l'a rappelé Marie, respecter d'abord les magistrats, bien sûr, mais respecter la décision également, sans la dénigrer. Ce qui n'empêche pas de s'exprimer librement. Les magistrats peuvent le revendiquer aussi parfois, sur des critiques qu'on peut émettre à l'égard de telles dispositions légales ou de telles politiques. C'est plus difficile pour eux, mais nous, on a la liberté de le faire. Donc ça, c'est sain, voilà, ça c'est la respiration démocratique. Mais encore une fois, je crois que l'essentiel, c'est dans cet idéal, c'est pas d'arriver à un objectif, à un résultat, c'est d'essayer de poursuivre un objectif constructif. Pour cela, à mon avis, les textes sont déjà suffisants. C'est inutile d'en empiler dans ce pays où nous regorgeons de textes à tel point que l'indigestion est totale pour tous les acteurs de la justice. Non, encore une fois, le débat, il est presque philosophique. C'est quelle est la justice dont nous voulons dans ce pays. Voilà. Est-ce que c'est une justice que l'on va balloter au gré du désarroi, des souffrances, des intérêts des uns ou des autres, y compris de l'opinion publique, et je ne prétends pas qu'il ne faut pas l'écouter, ou est-ce qu'on veut une institution solide qui se renforce, qui sache bien évidemment se remettre aussi en question, à condition qu'on en accepte dès le départ d'éviter, une fois encore, ce dénigrement systématique qui ne fait que l'abîmer un peu plus chaque jour. On
tout cas, votre bouquin n'élude pas les problèmes. Il s'inscrit complètement dans l'actualité et il nomme très directement les différents acteurs. On y croise Sarkozy et l'inévitable. On est obligé d'en parler parce que au moment où on est en train de parler, il y a votre ministre de la Justice qui est quand même en train d'être jugé, Dupond-Moretti. Il est jugé par la Cour de justice de la République. C'est une première, c'est donc assez singulier. Il est jugé malgré aussi plusieurs tentatives de sa part de faire suspendre l'information judiciaire par la justice. Alors, j'ai envie de dire que ça va pas vraiment arranger la réputation de l'institution. Je voudrais quand même préciser que ces 3 syndicats de magistrats et l'association Anticorps qui ont déposé des plaintes contre lui en 2020, le procès, toutefois, est dirigé par des juges qui dépendent de lui hiérarchiquement. Alors, l'issue de ce procès sera-t-elle particulièrement importante pour rebattre les cartes ou pas? Marie Bougnou. Symboliquement, assurément, la difficulté est double. Alors, pour être complètement clair, la magistrature française, elle est en tout cas réputée être indépendante, au moins s'agissant du siège, s'agissant du parquet, on peut peut-être en discuter. Donc la personne qui est chargée de porter l'accusation dans le cadre du procès actuel devant la Cour de justice de la République est en effet soumise au pouvoir hiérarchique du garde des Sceaux. Donc ça, c'est quand même effectivement assez cocasse quand on sait, et c'est effectivement là une première. Alors c'est pas la première fois qu'un garde des Sceaux est jugé par la Cour de justice de la République, hélas. C'est la première fois qu'un garde des Sceaux ayant conservé sa qualité de ministre est jugé par la CJR. Et ça, c'est effectivement, pour le moins, on va dire, étonnant. En tout cas, à mon sens, problématique sur la posture qui peut être la sienne. Sur le fait que donc les magistrats qui composent cette cour, qui est très particulière, qui est totalement exorbitant du droit commun, c'est-à-dire qu'on a 3 magistrats professionnels, qui eux sont des magistrats du siège, donc en principe indépendants, pas soumis en tout cas à l'autorité hiérarchique du parquet, et à côté il y a des députés et des sénateurs, puisque c'est une espèce de juridiction plutôt de nature politique finalement. Cette composition et l'histoire de cette juridiction nous indique que sans doute il n'y aura pas énormément de choses à attendre du résultat judiciaire de ce qui va se passer, et je me garderai bien de pas commettre moi aussi l'erreur de commenter ce qui peut se passer, et on n'en sait rien d'ailleurs. Est-ce que forcément la décision qui sera rendue aura de l'impact? Oui, et je dirais, comme le disait Laurent tout à l'heure, dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, ce sera commenté, et de toute façon, ça n'ira pas, que ce soit dans le sens d'une relaxe ou que ce soit dans le sens d'une condamnation. Ce sera, le commentaire va être de toute façon acerbe, effectivement, parce que cette situation, elle est extrêmement regrettable et qu'elle est profondément anormale dans le cadre d'une démocratie. Donc, hélas, oui. Le dommage est déjà fait. Forcément, exactement. Quoi qu'il arrive. Et la qualité des débats telle qu'on peut l'avoir va pas forcément dans le sens d'un mieux, si vous voulez. Voilà, elle ne me rassure pas beaucoup sur l'image qu'auront nos concitoyens de la justice pendant ce procès et à l'issue. Laurent Chouette, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Marie. Encore une fois, je crois que c'est un choix. Le choix qui a été fait, et encore une fois, sans du tout empiéter sur un dossier que je ne connais qu'à travers ce qu'en disent les médias. Nous n'avons pas accès à ce dossier. Mais je pense que personne n'en sortira gagnant, et malheureusement je crains que surtout pas la justice. Tout le monde s'attend à savoir qui va gagner et qui va perdre, de l'institution contre le ministre, et les juges contre le ministre, et peut-être aller même derrière ça les syndicats de magistrats contre le ministre. Le mal est déjà fait. Voilà, je rejoins tout à fait Marie, je pense que le mal est déjà fait, et au final, je pense pas qu'il en sortira de choses extraordinaires, et quelle que soit la décision, la justice en sortira perdante. Le problème, c'est l'exemplarité. Voilà, on revient sur l'avocat tout à l'heure, je vous disais, nous, on prête serment d'exercer nos fonctions avec dignité, conscience, probité, et l'humanité bien sûr, mais en tout cas, pour les premières. Je crois qu'il en est de même quand d'avocat, on devient ministre en exercice, qui plus est garde des Sceaux. La problématique qui se pose, c'est de rester en poste. Il a crié à l'infamie, je lui laisse totalement ce propos. Je ne suis pas son défenseur et il est présumé innocent. Et c'est ce qui fait le caractère inédit de ce dossier. Chromosome B.
Je note dans l'ouvrage l'expression, vous parlez de dépossession continue des missions originelles des acteurs de la justice qui frappent autant les juges que les avocats, que les greffiers. Alors, est-ce que c'est avant tout un manque de moyens ou est-ce que vous pouvez préciser qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression, ce constat ? Marie Bougnou. Il y a évidemment un manque de moyens. Alors, faut reconnaître aussi au crédit de notre actuel garde des Sceaux qu'il y a des moyens historiques, et il l'a suffisamment dit, ce fameux budget historique qui ont été alloués à la justice. On peut discuter après de la répartition de ces sommes, puisqu'on sait qu'une très grosse partie va être absorbée par l'administration pénitentiaire, puisqu'on construit des places de prison, sans forcément se poser la question de est-ce que c'est ça qui va réduire la surpopulation carcérale, puisqu'on sait très bien qu'au contraire non, plus on a de place et plus on met de gens en prison. Bref. Donc il y a une grosse part qui est absorbée de toute façon par ce poste-là, mais quand même, il faut reconnaître qu'on va créer des effectifs de magistrats et de greffiers, qui seront, hélas, insuffisants, ça on le sait déjà, pour pouvoir absorber le besoin tel qu'il existe actuellement. Donc on a trouvé des dérivatifs, et je dirais qu'au-delà, alors sur ce manque de moyens, pour répondre à votre question, se greffe aussi quand même une espèce de mode communicationnel de la grand-messe de la justice, alors qui n'est pas exactement nouvelle, on a déjà vécu avec des gouvernements précédents, mais là qui a été très illustré par les fameux états généraux de la justice, avec toute une opération de communication qui consistait à dire que en fait, la justice, alors quand on parle de dépossession des acteurs, je pense à la politique de l'amiable, qui n'est pas la politique de l'amiable, c'est-à-dire en fait recourir à des conciliateurs, à des médiateurs pour rendre la justice plutôt qu'au juge. Ce qui permet, en creux quand même, donc de réduire le nombre de dossiers qu'on confierait au juge, ou en tout cas de contenir sa mission à de l'homologation ou à faire de l'amiable. Je suis pas certaine que ce soit beaucoup moins chronophage d'ailleurs. Et je pense qu'il y a un vrai changement culturel à faire. Je suis pas contre les modes alternatifs de règlement des litiges, au contraire, pourquoi pas, il faut essayer. Effectivement, cette surjudiciarisation de notre société, elle est problématique. Et on le voit, quand on est en juridiction, il y a quelque chose de l'ordre de la quasi-obsession parfois. Donc oui, mais la difficulté que j'y vois, c'est d'en faire une solution à tous les problèmes. En fin de compte, pour épargner la justice et donc épargner les moyens qu'on devrait lui allouer, essayons de la contourner. Essayons de la contourner via les modes amiables, essayons de contourner le recrutement des magistrats en nommant en juridiction des contractuels, c'est des sucres rapides, comme avait pu les appeler lui-même le garde des Sceaux d'ailleurs, qui sont des personnes qui sont embauchées. Alors on a parlé des chargés de mission, etc. Il y a eu toute une vague de personnes recrutées sur des contrats à courte durée qu'il a fallu former très rapidement, trouver très rapidement, former très rapidement, et qui finalement, au bout de 2 ou 3 ans, partent. Donc c'est une espèce on a appelé, les syndicats de magistrats ont pu appeler ça des rustines. C'est un peu ça l'idée, on a ce bateau qui prend l'eau de toutes parts et on essaye de trouver des solutions un peu hâtives, un peu correctives, avec un espèce d'étiquetage de marketing communicationnel pour dire non, en fait c'est la justice de demain. Mais pas une fois, en tout cas, on s'est posé la question de ce qu'on pouvait déléguer à ces personnes qui sont la fameuse équipe autour du magistrat. Donc, le magistrat va finalement manager une équipe avec autour de lui des gens qui vont l'aider à élaborer cette décision. Mais pas une fois, on s'est posé la question de ce qu'on appelle l'office du juge, c'est-à-dire le cœur de la mission du juge. Qu'est-ce qu'il peut garder, qu'est-ce qu'il doit garder absolument et qu'est-ce qu'il peut déléguer ? Cette question-là, on se la posera, j'espère, sans doute après. En tout cas, pour l'instant, on est en train d'agglomérer des gens autour de lui pour faire la décision. Est-ce que prendre une audience, c'est le cœur de l'office du juge ? Est-ce que rédiger une décision, c'est le cas ? Même si cette décision, elle est dans le cadre d'un contentieux de masse, donc il rend beaucoup de décisions un peu stéréotypées, mais pour autant, est-ce que ça, on peut le déléguer à quelqu'un ? Vous voyez ? Et c'est un peu ça qu'on dénonce, qui est cette course, en même temps à l'annonce communicationnelle, et en même temps à trouver des solutions rapidement pour donner à voir qu'on fait changer les choses, sans forcément se poser la question du cœur de l'office du magistrat et les conséquences que ça peut avoir, une fois encore. Le magistrat, il a un office de régulation sociale. On appelle ça, nous, un ingénieur social, mais c'est exactement ça. Et si on lui enlève cette partie, qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce qu'on peut lui enlever ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas lui enlever ? Ça, il faut absolument se poser la question, et on ne se l'est pas posé. Laurent Chouette, il y a 2 fois plus d'avocats aujourd'hui qu'il y a 25 ans, mais plus d'un tiers de jeunes avocats qui démissionnent avant 10 ans d'exercice. Alors, de quoi souffre avant tout cette profession ? De l'érosion de son indépendance, comme vous le suggérez dans le livre ? Oui, je crois qu'on peut très clairement affirmer que les avocats ont perdu depuis plus de 25 ans pour ce qui me concerne, et les choses se sont clairement accentuées depuis 10 ans, une bonne partie de leur liberté et de leur indépendance. Nous sommes à l'origine une profession libérale, beaucoup plus libre dans l'exercice de la profession que ne le sont les magistrats, et une profession très exigeante en termes de quantité de travail, en termes de responsabilité, en termes de stress, et qui suppose donc, pour tenir sur la durée, eh bien que vous ayez la foi qu'une bonne partie d'entre nous soit animée par la vocation.
Pour autant, nous voyons ces vocations s'émousser au fil du temps, simplement parce que je crois que les personnes n'y trouvent plus leur compte. Et ce constat, il dépasse, à mon avis, largement le cas des avocats. Je suis intimement persuadé, et je le sais pour certains, qu'il en est de même pour les acteurs judiciaires, fonctionnaires du ministère de la Justice, que sont les personnels de greffe et les magistrats. D'une façon générale, je crois qu'il ne peut pas être contesté qu'il existe une perte de sens massive dans l'exercice de nos professions aujourd'hui. Et le départ d'un tiers de jeunes avocats avant 10 ans d'exercice en est le symptôme, bien que ce constat ne soit pas partagé par tout le monde. Notre profession reste une profession attractive et qui jouit encore d'une certaine aura sur le plan social, d'un imaginaire, parce que c'est loin d'être le cas pour tout le monde, d'une très grande aisance financière. Et pour autant, après de longues études, eh bien, les gens s'en vont, pour une bonne partie d'entre eux, avant 10 ans. Ça interpelle, et à mon avis, c'en est le signe de cette dégradation, non seulement des conditions de travail, mais encore une fois, surtout, du sens de ce qu'on fait. C'est-à-dire de la satisfaction qui, après 50 ou 60 heures de travail hebdomadaire, eh bien, vous allez trouver, non seulement, évidemment, financièrement, mais au-delà de ça, de la satisfaction personnelle de ce que vous avez fait. Alors oui, je renverrai au livre, mais on peut donner quelques exemples. Nous travaillons aujourd'hui en partie pour accomplir, et c'est pas du tout à eux que j'en veux, parce que ce sont des décisions ministérielles, une partie des tâches qui autrefois étaient dévolues aux greffiers. Autrefois, l'avocat faisait délivrer une convocation en justice pour une procédure par un huissier, et cette convocation était remise au greffe pour l'enregistrement de la procédure. Bon, aujourd'hui, ce sont les cabinets d'avocats qui doivent procéder aux enregistrements de ces procédures. Ça prend du temps, ça engage notre responsabilité si les choses ne sont pas correctement effectuées, donc ce sont des tâches supplémentaires. On a vu la lourdeur des procédures s'accroître considérablement et surtout les pièges de procédures devenir de plus en plus fréquents. Sans parler malheureusement de l'état déplorable des outils numériques qui sont mis à notre disposition pour communiquer avec les juridictions. Donc tout est devenu plus lourd, plus complexe, plus piégeux, donc source de stress. Et tout ça, ça envahit notre sphère professionnelle au point de réduire à une portion plus congrue ce qui est notre cœur de métier, c'est-à-dire la réception du client, l'étude de leur dossier, les choix stratégiques et le reste. Et que dire des audiences ? L'oralité n'a cessé de régresser depuis 20 ans. La période Covid n'a fait qu'aggraver et accélérer les choses. Aujourd'hui, une grande majorité des dossiers, je ne parle pas de la sphère pénale, mais dans la sphère civile qui est immense, aujourd'hui, je le dis, une grande majorité des dossiers ne sont plus plaidés. Les conclusions, c'est-à-dire l'argumentaire, est devenu beaucoup plus important qu'autrefois. On finit par écrire ce qu'on plaide et les dossiers sont déposés. Et malheureusement, j'y vois un grand renoncement de ma profession qui a été contrainte d'abord par les cours d'appel. Les choses ont commencé par les cours d'appel qui, pour une bonne partie des chambres, ont incité les avocats à ne plus plaider, voire même le leur interdisent parfois, disons-le. Et puis, petit à petit, les choses, vous savez, elles s'installent à partir du moment où on les accepte. Et malheureusement, on a toléré ceci. Elles ont fini par s'installer à peu près dans toutes les juridictions. Donc aujourd'hui, l'avocat, en dehors de la sphère pénale et en dehors de quelques juridictions, n'est plus l'orateur qu'il était autrefois. Et ça contribue notamment, à mon avis, grandement à cette perte de sens. On va arriver à la fin de cet entretien, bien que le livre dépasse de loin les thématiques qu'on a évoquées pendant ces quelques minutes. Donc je renvoie le public à la lecture de Justice partout, Justice nulle part aux éditions Henrik B. Vous terminez votre livre par l'expression quand même d'une grande frustration, d'une grande lassitude même. Mais pour autant, vous écrivez « La lutte contre la délocalisation du procès dans les médias, contre son accaparement et son instrumentalisation par la sphère politique, reste un combat de tous les instants pour les défenseurs de la démocratie. » Je voudrais mentionner l'association Amour de la justice, si vous pouvez en dire quelques mots, et vous demander qui, en dehors de votre propre institution, serait un interlocuteur privilégié pour avancer. Est-ce que c'est le législateur ? Est-ce que c'est les médias eux-mêmes, le simple citoyen, ou une éthique qui, au fil du temps, s'installerait dans la société ? Marie Bognaud.
Un mot sur l'association Amour de la Justice qu'on a créée en janvier 2021, donc qui commence à dater un petit peu maintenant et qui continue de rassembler alors des avocats, des magistrats, des personnels de justice de façon générale, mais aussi des citoyens qui sont simplement intéressés par la chose judiciaire. Ce qui a fait naître cette association, c'était la volonté de débattre, de mettre sur la place publique, un peu à l'image de la Convention citoyenne sur le climat, la question de la justice, de la place de la justice dans notre société, de la représentation que les gens en ont, puisque voilà, cette fameuse crise de confiance dont je parlais tout à l'heure, elle est hélas ancienne, et l'idée c'est d'y apporter une réponse en se disant que plus on peut parler, plus on peut échanger, plus on peut déconstruire les clichés, et y compris ceux qui sont portés par cette presse dont on parlait tout à l'heure et le pouvoir politique bien souvent. Donc voilà l'objet de cette association. Elle essaye de se développer, elle se bat, elle essaie de trouver des terrains aussi pour exister et des endroits pour faire connaître sa cause. Et ce livre s'inscrit notamment dans cet objectif-là. Pour rebondir sur votre deuxième question. C'est tout le monde en fait, c'est tout ce que vous avez dit. Ce sont à mon avis les justiciables, le pouvoir politique et le pouvoir législatif qui maintenant peuvent changer les choses, et aussi les médias. Vraiment, ça c'est quelque chose qui est au cœur de notre livre et qui a été un peu l'idée d'ailleurs. Le livre est un peu parti de là, du fameux tribunal médiatique et de l'appel au lynchage, sur une certaine chaîne par un certain présentateur télé qui m'a personnellement extrêmement choquée. Et là, on a raté quelque chose. Enfin, là, on est dépossédé de quelque chose et là, c'est dangereux surtout en fait. On se rend compte à quel point tout ça peut être dangereux pour la santé de notre démocratie. Donc, je pense que la réponse, elle est sur tout le monde, y compris aussi sur la justice, qui n'est pas exemple de reproche. Je pense qu'il faut que la justice apprenne aussi à parler, à se présenter, à expliquer ce qu'elle fait. Mais je pense qu'il faut aussi développer maintenant une connaissance dans le public, y compris via des médias. Certains sont spécialisés et sont très en capacité de le faire et le font très bien quand ils rendent compte des procès parce que ce sont des journalistes spécialisés. Je crois qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités et replace un peu la justice à sa place et la restaure en fait, une fois encore, dans son autorité et dans son image. Mais ça, c'est l'affaire de tous. Chromosome B. J'ai pour habitude de demander à mes invités un aphorisme, une citation, une devise, quelque chose, un proverbe qui puisse caractériser leur relation au monde en général ou leur état d'esprit du moment. Laurence, que je peux vous demander si vous avez choisi quelque chose? En parcourant ce matin, effectivement, en essayant de savoir qu'est-ce qui pourrait... Alors ça va être celle du moment. Peut-être elle sera pas très gaie ou pas très optimiste, mais en tout cas qu'elle puisse nous interpeller. C'est une phrase de Camus qui dit: on commence par vouloir la justice et on finit par organiser une police. Alors pourquoi je la choisis? Parce que là encore, dans le droit fil de notre échange, le risque c'est qu'à vouloir effectivement trop mettre à terre cette justice, et encore une fois sans même parler des moyens mais simplement par l'image qu'on veut trop souvent donner d'elle, ou par l'écho qu'on donne à cette insatisfaction populaire, eh bien ça risque de tôt ou tard, et il me semble qu'on en a déjà vu les prémices, notamment avec, et on le voit avec le développement d'un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle, eh bien d'en arriver à faire accepter à la population une surveillance et un contrôle de plus en plus généralisé, parce que finalement l'institution sera faillible et qu'il faut absolument en amont organiser les choses de manière à redonner ou prétendre redonner la sécurité aux citoyens. Voilà, moi c'est un thème qui me tient à cœur et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est l'humeur de l'instant. Je vous rassure, il y en a beaucoup d'autres plus joyeuses, mais l'humeur de l'instant, voilà, elle irait par là et je rejoins la pensée de Camus sur ce point. Marie Bougnot. C'est Hannah Arendt qui est une philosophe et une autrice extrêmement inspirante qui a dit: c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Alors évidemment, heureusement, on n'est pas dans la fameuse banalité du mal qu'elle décrit, qui revêt une réalité bien plus grave, qui est celle des crimes contre l'humanité qui en peut être commis. Mais ce que j'aime dans cette phrase, et c'est ce qu'elle disait à propos d'Eichmann, c'est le fait que cet homme est arrêté de penser, est arrêté de juger, est arrêté de s'étonner, est arrêté de se questionner. Et c'est ça, finalement, qui a ouvert la porte à l'inhumanité. Alors, une fois encore, toute proportion gardée, je crois que cet avertissement, il est extrêmement important et il résonne particulièrement avec les mouvements politiques qu'on est en train de percevoir, avec ce qu'on est en train de vivre dans l'opinion publique et la question toujours la même, de ce recul, de ce questionnement, de ce message médiatique majoritaire et dominant qu'on entend et qu'on ressasse à l'envi. Toujours le questionner, toujours rester en éveil, en éveil démocratique, en éveil de questionnement personnel. Voilà ce qu'on essaye de faire et l'image qu'on voudrait
donner de la justice. On voudrait que les gens soient convaincus que les magistrats et les avocats se posent toujours ces questions-là. Laurent Chouette, Marie Bougnot, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Chromosome B. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Henrik B dans toutes les bonnes librairies et sur henrikb-édition.com.